Alors moi c'est Marina Toreliabou, je suis psychologue en addictologie dans un XAPA, donc un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et c'est des centres où il y en a un peu partout en France. Ils sont gratuits, ils sont anonymes pour ceux qui le veulent et on reçoit vraiment des patients de tout type d'addiction, que ce soit comportementale, que ce soit substance, les plus de 25 ans, les moins de 25 ans. Et on reçoit aussi l'entourage, parce que souvent l'entourage est oublié, donc c'est important de pouvoir les recevoir. Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes développent une dépendance, une addiction aux jeux vidéo? Comme tout type d'addiction, finalement, on retrouve des facteurs à l'origine de l'addiction qui font que certaines personnes vont être plus vulnérables que d'autres. Donc dans ces facteurs, on retrouve les facteurs environnementaux. Donc c'est vraiment le lieu dans lequel, l'environnement dans lequel la personne évolue. Ça peut être au sein de la famille, des amis. Je pense surtout aux jeux vidéo, du coup, on parle souvent d'ados ou de jeunes adultes. Donc ça va être l'environnement aussi des amis, des copains. Ça va être aussi l'accessibilité aux jeux, si on a accès aux jeux de façon précoce, assez jeune ou pas spécialement. Donc ça va être vraiment le côté environnemental. Il y a aussi le facteur génétique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui de base sont plus vulnérables à l'addiction que d'autres. On n'est pas tous égaux face à ça et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y a le facteur neurobiologique, donc que ce soit addiction comportementale ou addiction aux substances, en fait, ça va venir déséquilibrer les circuits qui sont en jeu dans l'addiction. Donc il y en a 4, circuit de la récompense, circuit de la motivation, circuit de l'apprentissage et de la mémoire et le circuit du contrôle inhibiteur. Et quand on n'a pas forcément d'addiction, quand on est quelqu'un lambda, si je peux dire ça comme ça, les 4 circuits communiquent très bien ensemble, donc tout se passe bien. Par contre, quelqu'un qui a une vulnérabilité de base sur l'addiction et qui développe une addiction, ces 4 circuits-là, en fait, ils vont être complètement déséquilibrés et la communication ne va plus se faire normalement. Donc ça veut dire que d'un côté, il va y avoir le circuit de la récompense et le circuit de la mémoire et de l'apprentissage qui vont très bien communiquer ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le circuit du contrôle inhibiteur, lui, va être isolé, ne va plus communiquer avec le reste. Et de l'autre côté, il va y avoir aussi le circuit de la motivation qui également va être isolé, ne va plus communiquer. Donc ça, c'est des facteurs neurobiologiques. On retrouve aussi les facteurs développementaux. Donc ça, c'est comment la personne se développe pendant sa puberté, comment le cerveau se développe aussi, puisque le cerveau continue en tout cas à se développer jusqu'à environ 25 ans. Donc ça veut dire qu'il est assez malléable avant ça, même si après il reste malléable. Et puis il y a le facteur psychologique aussi, donc là c'est plutôt le tempérament, la personnalité de la personne, si elle a eu des traumatismes, s'il y a aussi d'autres pathologies psychiatriques qui rentrent en jeu. Et c'est ces 5 facteurs qui forment la vulnérabilité à l'addiction. C'est-à-dire que les 5 ne sont pas isolés, c'est les 5 ensemble qui sont en déséquilibre et qui forment l'addiction. Donc c'est ces facteurs-là qui font qu'une personne a plus tendance à développer une addiction au jeu par exemple, mais à tout autre type d'addiction également. Quels sont les signes qui permettent de détecter une addiction aux jeux vidéo, en particulier, du coup, vous le disiez tout à l'heure, chez les jeunes? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une avancée qui est assez importante qui a été faite en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, l'OMS a officialisé l'addiction aux jeux vidéo, donc que ça soit en ligne ou hors ligne. Parce qu'avant, la seule addiction comportementale qui était officialisée, si je peux dire ça comme ça, c'était l'addiction du jeu d'hasard et d'argent. Donc là, c'est quand même une super avancée. Donc, c'est-à-dire que l'OMS a intégré l'addiction aux jeux vidéo dans la CIM, donc c'est-à-dire la classification internationale des maladies. Et pour pouvoir parler d'addiction aux jeux vidéo hors ligne ou en ligne, il y a 3 critères. Bon, déjà, il faut que ce soit présent depuis au moins 12 mois. Mais il y a 3 critères. Donc, c'est vraiment la perte de contrôle. Donc la perte de contrôle face au jeu, finalement. Il va y avoir le côté de continuer malgré les conséquences. Et avoir aussi une escalade de fréquence en fait, de jeu. Et toute la vie va tourner autour de ça. C'est-à-dire que l'intérêt va être très très développé pour le jeu au point de passer avant la famille, avant le scolaire, avant le professionnel. Enfin, c'est vraiment tout tourne autour du jeu. Et puis bien évidemment, pour parler d'addiction, et ça va dans toutes les addictions, moi j'utilise beaucoup le moyen mnémotechnique qui est les 5 C du professeur Carilla. Donc les 5 C, on retrouve la perte de contrôle, donc on ne peut pas s'empêcher, enfin c'est très difficile de faire une seule partie par exemple. On a le craving, donc cette envie vraiment à en crever de vouloir jouer. On a un comportement compulsif,
Donc vraiment, c'est très difficile de s'empêcher de jouer. On a un côté chronique, donc c'est quand même quelque chose de régulier, de fréquent. Et on continue malgré les conséquences. Donc c'est tout ça qui forme un peu les signes d'une addiction. Comparé à une consommation excessive, parce qu'il ne faut pas comparer, c'est deux choses différentes. La majorité des jeunes où on dit qu'ils sont addicts aux jeux, la majorité ont une consommation excessive en fait. Ils ne sont pas forcément dans l'addiction. Ça n'empêche qu'il peut quand même avoir des conséquences, des choses comme ça, mais on n'a pas forcément franchi la ligne de l'addiction. La ligne de l'addiction, c'est vraiment les 5C et puis les critères de l'OMS qu'on retrouve dans les 5C d'ailleurs aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir un psychologue si on est juste... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir un psychologue même si on a une consommation excessive. Et d'ailleurs, la majorité des jeunes qu'on reçoit ce sont des consommations excessives et souvent ce sont les parents qui les envoient. Quel impact les jeux vidéo peuvent-elles avoir, l'addiction aux jeux vidéo peut-elle avoir sur la santé mentale et sur les relations sociales ? Alors avant de parler des conséquences qu'il peut y avoir sur la santé physique, psychique ou sociale, moi il me semble important de rappeler que les jeux vidéo ne sont pas à diaboliser puisqu'ils apportent aussi de très belles choses quand c'est bien géré, quand c'est bien utilisé. C'est-à-dire que ça peut stimuler les capacités attentionnelles, de concentration, ça peut permettre aussi d'améliorer la vitesse de réaction. Il y a des personnes qui apprennent l'anglais par exemple parce que beaucoup de jeux sont en anglais ou alors ils discutent avec des personnes du monde entier et du coup ils développent leur capacité au niveau langage, par exemple. Ça peut être des personnes qui développent aussi leur capacité de travail d'équipe en fonction des jeux où ils jouent. Donc c'est vraiment pas à négliger ça. C'est vraiment très important. Ça peut aussi permettre à des personnes de sortir de leur isolement, mine de rien. Des personnes pour qui c'est compliqué d'aller discuter en réel, entre guillemets, et ben ça sort de l'isolement. Donc il y a tout ça à prendre en compte aussi. Donc moi je ne veux vraiment pas envoyer un message de diaboliser les jeux vidéo. Par contre, voilà, quand c'est mal utilisé, quand c'est beaucoup trop fréquent, quand c'est mal géré, oui, il peut y avoir des conséquences sur la santé. On peut retrouver par exemple déjà des complications autour alimentaires, autour du poids également, puisque c'est souvent des personnes soit qui mangent pas, soit qui mangent très mal. Ça peut être aussi des personnes qui ont un rythme complètement décalé, donc qui peuvent avoir des problèmes au niveau du sommeil. Ça peut être des personnes qui aussi peuvent se retrouver dans l'isolement. Il peut y avoir aussi des difficultés à finalement savoir ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Une exposition trop prolongée peut altérer en fait le fonctionnement cérébral. Ça peut aussi altérer les capacités de mémoire, de concentration quand c'est vraiment utilisé de trop. Ça peut altérer aussi la vie familiale, la vie sentimentale, la vie amicale. Alors beaucoup de gens pensent que ça peut altérer aussi au niveau du développement du langage pour les jeunes enfants, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand l'enfant est devant un écran, en fait, il n'y a pas de communication avec les parents, il n'y a pas de temps d'échange, il n'y a pas de temps convivial avec les parents ou les personnes qui s'occupent de l'enfant, et c'est ces temps-là en fait qui permettent de développer le langage. Donc c'est pas forcément l'écran, c'est pas forcément le jeu à proprement parler, mais c'est quand on est sur le jeu, on est moins avec les autres, on est moins en interaction avec la famille par exemple, et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir un retard du langage. Le fait d'être moins en interaction quand on est adulte avec le monde réel, entre guillemets, ça peut engendrer des problèmes aussi, des troubles d'anxiété, par exemple, des troubles de l'anxiété sociale. Ça peut engendrer aussi de la dépression, ça peut engendrer en fait pas mal de comorbidités finalement, de troubles psychiques. S'exposer aussi de façon précoce à des scènes de violence, ça peut engendrer potentiellement aussi du traumatisme. Il faut bien respecter les âges qu'il y a sur les boîtes de jeux, ça c'est vraiment très très important. Et puis il peut y avoir aussi des conséquences d'un point de vue physique, donc des douleurs musculaires, parce que c'est des personnes qui restent en position statique, qui ne bougent pas beaucoup, et des tendinites aussi aux poignets, aux doigts, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos. Donc voilà, ça peut engendrer tout ça. En tant que psychologue, du coup, comment vous intervenez pour aider une personne à se désengager de cette addiction aux jeux vidéo ? Alors comme beaucoup d'addictions comportementales, l'abstinence n'est pas recherchée. Donc la première intention, ça va vraiment être un suivi de psychothérapie. Après, il peut y avoir un suivi médicamenteux derrière avec un médecin ou un psychiatre s'il y a d'autres comorbidités à côté, ce qui est souvent le cas, auquel cas là ça peut être intéressant. Mais la première intention, ça va être vraiment un suivi de psychothérapie. Ça peut être les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont quand même plutôt bien utilisées et bien reconnues dans ce milieu-là, parce qu'on va venir travailler ce côté
motivation, on va venir travailler ce côté comportement pour trouver d'autres stratégies, les côtés aussi des pensées qu'on peut avoir autour du jeu, de travailler aussi le côté émotionnel, pour tout ce qui est addiction aux jeux vidéo, surtout quand c'est des jeunes ou quand c'est des moins jeunes. Ce qui peut être hyper important, c'est les approches systémiques où on va travailler avec la famille, parce que vraiment ils ont un rôle très très important, la famille, dans ça. Souvent on pointe du doigt le jeune qui consomme beaucoup de jeux vidéo, pour éviter de voir ce qui se passe vraiment dans la famille et éviter de voir d'autres problèmes qu'il peut y avoir derrière. Encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est pour ça que d'avoir une approche vraiment globale au sein de la famille, ou alors si c'est pas la famille, mais c'est le conjoint, la conjointe, enfin, d'impliquer vraiment l'entourage, ça va être hyper important. Et puis aussi les groupes de parole, ça peut être aussi très, très intéressant de pouvoir se confronter aussi à des personnes qui vivent des situations qui peuvent être similaires, se confronter aussi à d'autres familles, ça peut être vraiment très, très intéressant. Et puis il y a aussi des associations qui existent. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont l'association Hamburg Game, si je ne dis pas de bêtises, et qui justement essayent de travailler autour du jeu vidéo, de tout ce que ça peut apporter, et de faire attention, de faire de la prévention autour du jeu vidéo tout en s'amusant quand même. Et ils sont en lien aussi avec des psychologues pour les aider pour le versant plutôt addiction. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir parler d'eux. Il y a sûrement d'autres associations qui existent, mais en tout cas c'est celle que je connais. Le message vraiment que je veux faire passer, c'est que l'addiction c'est une maladie chronique qu'on ne guérit pas forcément mais qu'on peut se rétablir. Le chemin du rétablissement est assez difficile, on ne va pas se mentir. Il y a souvent aussi des rechutes, des reconsommations, que ce soit de substances ou de comportements aussi. Mais ce qui est important, c'est de se faire accompagner par des professionnels qui sont formés dans le domaine de l'addiction. Voilà. Mais c'est une maladie, mais on peut très bien se rétablir.